Bonjour à tout le monde. On demande encore un petit instant pour vérifier que oui, j'ai vérifié, l'enregistrement est démarré sur YouTube, toujours comme toujours, en différé, là, non listé, Mmh. donc ce ne sera pas en direct. Fait que, ben, bonjour tout le monde, bonsoir aux gens de la France. Puis, c'est un plaisir renouvelé pour Jean-Luc et moi de faire des petits enregistrements, puis voir, qu'est-ce qu'on peut distiller comme information. On va commencer cette semaine avec des questions qui ont été posées sur des enregistrements antérieurs. Il y a 2 petites questions. Je vais commencer avec la première. Hum, le préambule était un petit peu long, donc je l'ai Mmh. raccourci. Une question concernant le fait que lorsque l'entité est libérée, la personne modifie inévitablement son programme et ressent sa vie plus vide, inintéressante, plus plate peut-être. Ceci me rappelle un peu ce que vit l'ego lorsque le corps de lumière, de gloire éthérique se forme et intègre son véhicule. Alors, voilà ma question. De par cette ou ces libérations, et vu que cela modifie le programme, est-ce que cela ne modifie pas le temps de présence dans le corps dense? En un sens, est-ce que cela n'accélère pas le processus ascensionnel et le délestage de tout ce qui retient dans l'enfermement? Peut-être un peu abstrait, hein? Il y a des choses qui me choquent dans la question, dans le sens, comprends pas pourquoi, et on va essayer de prendre un petit peu, au fur et à D'accord? mesure de la question. Alors, le début, c'est quand l'entité s'en va, l'entité, une entité astrale, je suppose? Ben ça, c'est pas spécifié. Lorsque l'entité est libérée, est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est Est-ce que c'est la portion? l'entité astrale? Est-ce que c'est l'entité supramentale? Est-ce que c'est quoi? C'est bon, on va dire que c'est l'entité astrale? Oui, parce qu'elle dit la suite de ça, c'est la personne modifie inévitablement son programme. Donc, je pense Ouais. qu'elle parle de l'entité comme la personne humaine, d'après la question. Ah, quand, l'individu se libère, c'est-à-dire meurt, quoi, on va dire. Non, c'est pas exprimé comme la mort. Ah, Lorsque l'entité est libérée, disons, si je lis comme ça, lorsque l'homme est libéré, la personne modifie inévitablement son programme et ressent sa vie plus vide, inintéressante, plus plate peut-être. donc c'est que la personne est toujours vivante. Oui, c'est ça. Bon, Après, c'est le sens du texte. je comprends pas pourquoi le programme serait différent avant une entité qu'après une entité. D'une part, parce que si l'entité était là et qu'elle modifiait le programme, quand elle va partir, automatiquement, il y en a une autre qui va venir, fonction de la vibration qu'aura l'individu dans son programme, mais il a toujours, une fonction de programme, à la base, une fonction, déterminante de son programme. Parce que son programme lui a été construit et a été construit avec lui de façon à s'amener une sorte d'évolution et une sorte de 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 mise en souffrance pour, s'amener à à juguler tout ça. Maintenant, il se trouve après dans un état, de vide, il ne sera pas si longtemps que ça, sauf si l'individu, il faut savoir pourquoi l'entité est partie de l'individu. Qu'est-ce que c'est qu'il a chassé? Est-ce que c'est la montée en vibration de la personne? Est-ce que c'est le reflux de cette entité? Est-ce que et pourquoi, une autre entité ne viendrait pas, une ou 2, en fonction du taux vibratoire qu'elle vient d'atteindre? Il y a des milliers et des milliers de niveaux vibratoires. Donc, avec des milliers et des milliers d'entités qui y vivent parce qu'elles sont ce même niveau vibratoire. Donc, voilà, ça c'était le problème de la question. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il y avait d'autre comme La personne a de dit, la voilà, question. voilà ma question. De par cette ou ces libérations, et vu que cela modifie le programme,
est-ce que cela ne modifie pas le temps de présence dans le corps dense? Non, non, puisque le programme va être inhérent dans le corps dense et dans tous les corps subtils. Donc, si l'entité s'en va, c'est un épiphénomène, on va dire. C'est un mauvais conseiller qui partirait. C'est un peu comme si on disait, j'ai un ami qui n'est pas un ami, qui s'en va. Est-ce que ma vie va changer? Est-ce que mon job va changer? Est-ce que ma femme va changer? Ma famille, mon, mon véhicule? Ça va changer, mais ce ne sera pas à cause de l'entité, ce sera à cause de l'individu qu'il faudra que ça change. C'est nous Ouais. qui modifions un petit peu les aléas de la souffrance. Quand il y a une trop grande souffrance ou une trop grande quantité de douleur mentale, euh, il se passe un état automatique, un état émotif, émotionnel, qui fait qu'il y a une modification du programme, non pas dans la modification de l'objectif, mais dans la modification de l'importance, de l'influence. Le coup suivant est moins fort, si on veut, parce qu'il y a eu une quantité importante d'émotionnel. Donc la quantité suivante sera moins importante pour égaler les deux quantités émotionnelles. Pourquoi? Parce que s'il y avait une quantité supérieure encore au quota de ce qui est prévu, ça ferait sortir justement l'individu de son corps physique et quelqu'un d'autre prendrait sa place, mais lui partirait dans un autre plan. Et c'est pas bon parce que euh, tout est basé sur des quotas et le quota de douleur, il faut qu'il soit permanent avec une sorte de créneau de façon à pouvoir le supporter et, et l'adapter. D'accord. Après, si lui changeait son état de corps physique et que son état de corps physique continue de fonctionner, on pourrait avoir effectivement quelqu'un avec une âme à qui il manquait un an ou deux de vie pour terminer ce qu'il devait faire. Et puis voilà, il y aurait notre habitat. C'est un petit peu comme une location qu'on change. Mhm. Qui sera le locataire suivant? On ne sait rien. D'accord. Voilà comme je vois la question maintenant. C'est un peu complexe comme question, là. J'ai pris ça, mais Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. bon, c'est parce que ouais, il y a pas mal d'éléments. Ouais. Elle dit, suite à ces libérations-là, est-ce que cela n'accélère pas le processus ascensionnel et le délestage de tout ce qui retient dans l'enfermement? Les fonctions de l'entité, oui, on peut dire oui, on peut dire non. C'est fonction de l'entité, c'est fonction de la réaction de la personne, c'est fonction si la personne s'aperçoit que c'était une entité qui l'enfermait, si elle s'aperçoit que c'était simplement une mémoire qui l'embarrassait et que l'entité l'a poussée à la bloquer avec la mémoire, auquel cas ça peut être effectivement un changement. Euh, c'est très vaste comme question. Oui. Je pense que ouais, on peut répondre comme ça. Il peut y avoir plusieurs alternatives, mais en général, une entité ne modifie pas grand-chose, si ce n'est la façon dont on peut se comporter d'une manière polaire, d'une manière agressive envers les gens. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est le suicide, c'est-à-dire l'individu peut se suicider parce qu'il y a une entité qui l'a poussé dans le suicide, mais c'est l'individu qui se suicide, c'est pas l'entité. Donc, qui c'est qui est responsable? C'est l'individu. OK. C'est un peu, je trouve que c'est un peu perdu comme question, mais c'est pas grave. Euh, C'est perdu. oui. Ouais. Mais là, ça m'a amené à une question quand même. Est-ce que, parce que là, tu parlais des entités en relation avec le programme, est-ce qu'une personne, au cours de l'évolution, dans son développement, est-ce qu'on peut en arriver à manipuler les entités? Je ne sais pas si c'est clair. Si, puisque je dirais pas que je l'ai fait parce que ça va être
je veux pas une levée de bouclier, mais ce que l'on faisait, ce qu'on s'amusait à faire, c'est qu'on prenait une entité, quelle qu'elle soit, d'un individu dans la conférence, et on lui disait, voilà, comment tu t'appelles? Bon, elle disait qu'elle s'appelait Marguerite, par exemple. Et puis, on lui disait: «Marguerite, tu as des jolis cheveux rouges». Elle disait: «Non, j'ai pas de cheveux rouges». «Si, si, tu as des cheveux rouges». Effectivement, j'ai des cheveux rouges». «Bon, tu aurais dû, mettre une robe verte, avec les cheveux rouges, ça va bien». Elle se mettait à vibrer beaucoup plus intensément et puis, elle me disait: «Non, je ne mettrai jamais une robe. Si, tu as une jolie robe verte, je vois pas pourquoi tu la porterais pas». Et puis elle se mettait, elle s'habillait brutalement en robe verte. Ah, c'était rigolo. Et ensuite, on continuait comme ça. Et c'était assez paradoxal de voir que, il suffit de convaincre, la conviction d'une entité fait qu'elle se soumet et elle se plie à votre volonté. Ça, c'est OK. intéressant. OK, ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant comme sujet. Est-ce que je peux aider une personne en manipulant les entités avec laquelle elle est en contact? Oui, dans la mesure, où vous la voyez, dans la mesure où vous atteignez l'entité directement, parce que l'entité va se mettre derrière, elle va OK. se, elle va se cacher, mais dès que vous l'avez vue, vous l'attrapez, et puis, alors, il ne suffit pas d'être médium pour ça. Vous apercevez les premiers noms qui arrivent, vous apercevez de ce que vous voyez en premier, pas directement, mais comme ça, et puis vous allez voir qu'il y a des formes qui se promènent, qu'il y a des formes et qu'il y a une forme beaucoup plus fixe et beaucoup plus vibrante. C'est généralement l'entité qui est ciblée et qui est un petit peu, qui est un peu la trouille, on va dire, qui est un peu déstabilisée parce que c'est fait découvrir. Et à ce moment-là, on peut, avec l'aide de la personne, lui dire: «Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu vois ça? Qui c'est que tu vois?» par exemple. Parce que si vous lui dites: «Est-ce que tu vois la dame en vert?» et tout ça, elle va dire: Oui, pour vous faire plaisir», ou «Non», par opposition. Mais oui, qui c'est que tu vois? Est-ce que tu vois, un monsieur? Est-ce que tu vois une dame? Est-ce que tu vois un enfant? Est-ce que tu vois, et avec les questions que vous avez, vous, si vous voyez les choses, vous pouvez aussi, lui dire effectivement: «Elle s'appelle comme ça, comment elle s'appelle? Comment tu le sens? Comment tu l'entends? Qu'est-ce qu'elle te dit?» Et puis vous commencez à lui parler. À partir du moment où la personne que vous avez en face, vous vous pourrez lui parler, heu, elle saura qu'il y a l'entité qui peut la pousser, où elle saura, heu, re ressentir cette forme de pulsion, englobante, mielleuse, qui ne fait pas vous rigidifier, mais qui fait que vous seriez plutôt endormi. Et donc, le fait que la personne en face va ressentir chaque fois ce genre d'entité, que ce soit celle-là ou une autre, vous allez pouvoir la libérer, par exemple. Elle va se libérer, ne serait-ce que par le savoir et la perception de ce qu'elle va ressentir. Mais s'il y a une forme de symbiose entre l'entité et l'être humain, Mhm. est-ce que la personne qui est en contact avec une entité qui lui est une nuisance, qui crée un... Est-ce que la personne va résister à ça? Est-ce que la personne va résister à... La personne peut lui dire non, stop. OK. Non, mais je veux dire, si, supposons, ça revient un petit peu à parler d'exorcisme, tu sais. Si j'essaie de dégager des entités qu'une personne subit, est-ce que la personne qui subit les entités va, va avoir peur d'être libérée finalement, va avoir peur de sortir du contexte qu'elle connaissait, tu sais? Euh, on ne parle pas d'exorcisme parce que c'est plus une entité avec une âme, et donc c'est plus spécifique. Mais une entité de tous les jours, de ce que nous avons tous les jours qui se baladent, euh, si on la met dehors,
en dehors du fait qu'une autre peut arriver à sa place, Mhm. elle va revenir tranquillement, un petit peu comme si elle était attirée par un aimant. Et là, on peut arriver à disons, à échanger, mais vous apercevrez au bout d'un moment que même si ça fait 1 an ou 2 ans ou, que vous l'avez, elle va vous dire toujours les mêmes choses parce qu'elle ne va pas pouvoir tirer autre chose de créatif de ce que vous allez poser comme question. Elle peut piocher, elle peut pas piocher, disons, en dehors de sa tête, en gros, en dehors de son disque mémoire. Et donc, elle pourra avoir son intelligence personnelle qu'elle a, et qu'elle a gardée. Donc, elle peut vous donner une nouvelle forme d'intelligence, une sorte de symbiose intelligente, mais ça ne pourra pas être créatif, ça ne pourra pas aller au-delà de ce que vous auriez idée de faire. Par exemple, je ne sais pas moi, euh, euh, vous prenez 2 morceaux, 2 fils électriques sur la table, et puis vous savez pas, vous connaissez pas l'électricité. Et puis elle va pouvoir vous dire, euh, si tu les mets ensemble, ça va sauter, le circuit va sauter. Ah, Mhm. et donc qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Ben, elle va vous dire, mets une résistance de chaque côté, ça va pas sauter, ça va chauffer, et tu vas pouvoir chauffer. Ah, ouais, c'est intéressant. Et, et après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Elle va vous dire, tu peux faire ça, ce qu'elle a appris, tu peux faire de l'électricité, tu peux faire de la lumière. Et après, elle va dire: «C'est tout». Mais jamais elle va, par exemple, vous dire, «Si je mets ça et ça, avec cet organisme vibrant, je vais peut-être avoir accès à un autre plan». Si là, elle va être sidérée, elle va plus rien vous dire. Elle va commencer même à être agressive et heu, un peu sur la défensive. Dès qu'une entité arrive dans ses retranchements, dans ses fins de possession, elle vient être agressive, elle vient être violente, dans le sens où elle aimerait bien vous taper dessus, mais elle ne pourra jamais vous taper dessus, elle ne pourra jamais vous faire mal. C'est vous qui pensez qu'elle va vous faire mal parce que vous avez un état émotionnel qui fait que vous vous sentez coupable. Euh, donc, c'est ce que je veux dire, c'est qu'elle ne va jamais aller au-delà d'une créativité. Elle peut pas aller dans ce plan ou si elle se trouve être créative, à ce moment-là, c'est pas au niveau où elle est ou avec vous qu'elle va continuer son développement. Elle va partir dans les cieux, on va dire, et vous, elle va vous laisser tomber comme une vieille chaussette. OK. Non, c'est intéressant qu'est-ce que tu expliques que finalement, euh, une entité a un certain périmètre, elle ne peut pas vous amener quelque chose plus loin que ce périmètre-là. Ah, Elle a une mémoire qui est limitée. mm. D'accord. Est-ce que, est-ce que la plupart des gens sont en contact avec plusieurs entités? Une ou deux ou trois? Ou... En dehors des personnalités multiples, on peut avoir on en a une de préférence, une à deux de préférence. C'est un peu comme des amis avec qui on parle. Je ne dis pas que ce soit des amis, mais on a un meilleur ami ou 2 meilleurs amis, mais pas une centaine de meilleurs amis. On Hmm, a des gens avec qui on aime bien parler parce que ce sont des gens intelligents, mais on sait que ce sont des gens qui vont pas vous apporter quelque chose, grand-chose. Ils sont généralement à peine un petit peu plus intelligents que nous, de façon à ce qu'ils puissent vous manipuler et puis se cacher. C'est tout. d'accord. Euh, Est-ce que ça change beaucoup, ça, au cours d'une journée? Ce que je veux dire, c'est quand on circule dans le monde, puis on est dans des ambiances différentes, des atmosphères différentes, est-ce qu'il y a des entités qui viennent pour un court temps, comme, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, et qui repartent après? Est-ce qu'on a une, Ouais. est-ce qu'on a Mhm. une rotation d'entités dans notre personnalité? Ou,
fonction de notre vibration. Si notre vibration s'élève, progressivement, ce ne sera jamais les mêmes entités. OK. C'est toujours les mêmes vibrations, les mêmes problèmes, c'est toujours le même type d'entité, toujours le même type de situation, toujours le même type d'action, toujours le même type d'individu qu'on rencontre, c'est toujours la même chose. On tourne en rond. On est D'accord. dans la cage des hamsters. OK, oui. D'accord. Quand ça fait quoi la prière? Est-ce que ça a une influence sur les entités quand on fait la prière? Ou... La prière, ça C'est, pose un gros problème. ouais, Ouais, vas-y, est-ce vas-y. que c'est-tu créatif la prière? Est-ce qu'on peut utiliser créativement la prière? Ou... Ça ne peut pas être créatif. Ça va uniquement au niveau astral. Mais la prière va entraîner ce qu'on pourrait appeler celui qui l'a fait, du moins, va avoir un gain de temps à donner parce qu'il ne sera pas résident sur la Terre en tant que résident temporel, mais il sera essentiellement dans son mental ou dans son astral en train d'essayer de prier, c'est-à-dire d'essayer de trouver une entité qui va lui aller, parce que c'est ça fondamentalement que l'on cherche dans la prière. Et le fait de trouver, au bout de plusieurs années de prière assidue, vous allez avoir un gain de temps et une forme de programme que vous allez pouvoir redistribuer à l'un d'entre vous, c'est-à-dire à- à vos enfants ou à quelqu'un que vous aimez au moment de votre décès. Ce qui fait que ce petit programme va être donné, par exemple, on va dire, pour être simple, à un frère ou à une sœur, ou alors à un enfant, et pour que ce programme soit utilisé en temps et en action, euh, qui aurait dû être utilisé par vous-même au lieu de prier. Et ça fait que dès que vous allez décéder, vous allez pouvoir suivre cet état d'action pour continuer un petit peu ce programme. Vous allez utiliser la personne à qui vous donnez ce programme et ce temps, pour qu'elle puisse euh, l'utiliser et en même temps, vous finalisez votre vie qui était une vie sur Terre. Euh, et ça va être un petit peu un accord avec la personne à qui vous allez le donner et, comment dire, pas un accord bancal, mais euh, elle va bénéficier d'une vie un peu plus longue, même si ce n'est pas ses actions propres, ni c'est pas son programme propre, mais elle va bénéficier de ses actions et vous allez bénéficier du programme que vous auriez dû faire dans son corps. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer comme ça, Est-ce mais que c'est un peu comme charger une batterie? C'est comme si on charge une batterie, puis la charge de la batterie est transférable pour son ouais, utilisation. c'est ça, mais uniquement pour faire tourner un moteur, un ancien moteur à vous, quoi. Et le restant pour vous, mais une partie du moteur à vous. Est-ce que la prière, ça peut affaiblir la volonté, une prière? La prière en tant que telle? Non, parce que la prière, c'est une volonté inverse, une volonté opposée, je dirais. Quand vous priez, c'est pas pour faire quelque chose, c'est pour attirer quelque chose. C'est pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui vous vienne à vous pour soit vous développer, soit vous avoir une fonction propre, soit pour avoir un sein qui vienne à vous, soit pour avoir quelque chose. Et ce sont des mécanismes inverses de votre volonté. OK. Et est-ce que c'est intéressant? Chacun y voit comme il veut. Si, mais voyons, si on prie pour les autres, est-ce que c'est le même principe? On pense qu'on prie pour les autres, mais dans le fond, on veut attirer quelque chose à soi? Et quand on veut prier pour les autres, c'est que quelque part, on pense qu'on est capable de le faire.
Donc, c'est qu'on Quand tu pense qu'on dis, a une possibilité de le faire, sinon on ne le ferait pas. quand tu Donc, il y dis a un capable de le petit peu faire, tu veux d'orgueil. dire une capacité de les aider. Se sentir capable de le faire. OK. C'est avoir un petit orgueil dans le sens, je suis capable de les aider, je suis capable de libérer la guerre de ceci, ou faire en sorte que celui-là ne vienne plus dans ce moment-là. C'est une forme comme un regain de pouvoir qui serait dissimulé sous la forme d'aider les gens. OK. Parce qu'imaginez que vous arriviez à aider 2 ou 3 personnes, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez vous sentir investi d'un objectif, d'un devoir. Donc déjà, on va vous manipuler. Et ensuite, vous allez vous sentir assez puissant pour pouvoir faire ça ou ça ou ça. Et c'est complètement dévié de votre réalité. Et ça va vous donner une forme pas de surhomme, mais une forme de raison d'avoir prié, quoi. Une Mhm. forme de, une forme de raison, une forme de pouvoir sur les autres, fondamentalement. Donc, plus tu pries, plus tu développes la conviction que ça fonctionne ou que c'est utile ou que Ça fonctionne. ça t'encourage à prier, ni plus ni moins. Mhm. Ça fonctionne, mais ça va pas vous avancer vers votre évolution. Vous allez rétro-pédaler, c'est tout. OK. Comme tu disais, c'est un peu. Mais il y en a qui le Ça- font, et c'est bien. oui, ben, c'est ça, c'est leur programme à eux. Mhm. C'est leur programme à eux. Euh, c'est ça, là, j'avais composé sur ce que tu avais parlé par rapport aux questions. Mais au fond, on peut peut-être enchaîner. Le sujet que je voulais parler aujourd'hui, c'est justement le contact. Mhm. Expliquer c'est quoi le contact. Une question, j'ai l'impression, qui peut arriver relativement souvent, c'est que quand on parle du contact, c'est les gens peuvent demander, par exemple, c'est le contact avec quoi? Si, parce qu'on peut parler du contact avec une entité astrale, mais si on parle avec une entité, si on a un contact avec une entité mentale, c'est quoi la différence entre les deux? Ouais. Oh, La différence entre une entité astrale, bon, on a fait en long et en large, ça n'a pas de structure bien évolutive. Ça a une évolution qui va vous laisser sur le carreau au bout d'un moment, parce que l'astral, c'est polarisé. Donc vous irez d'un côté ou de l'autre, mais vous n'irez pas au-delà. Une entité mentale qui va pouvoir vous donner des classifications, des techniques, des, des bases, des formes d'intelligence, mais elle ne va pas être créative, c'est-à-dire qu'elle va aller puiser dans des zones qu'elle connaît déjà, qu'elle connaît déjà, que vous ne connaissez pas, et qui va vous rencontrer, vous amener à être un petit peu un génie par rapport aux autres, mais vous saurez fondamentalement que ça vient de vous, que ça ne vient pas de vous, et que ce qui vient de vous, c'est la compréhension de ce qui est dit. C'est-à-dire qu'une entité mentale ne va se présenter à vous que dans la mesure où elle sait qu'elle est capable de vous comprendre et que vous êtes capable de la comprendre. C'est-à-dire, une entité mentale, c'est quelqu'un qui va connaître les deux coins d'une charnière, c'est-à-dire le côté charnière, le côté mental, et le côté, l'autre côté qui tient la porte, qui est vous-même. Donc, elle va, c'est une affaire comment dire, d'échange. C'est une affaire d'équilibre. Bon, ça ne va pas non plus vous amener au-delà. Ensuite, une entité, ce qu'on pourrait appeler une entité éthérique, une entité supramentale, c'est un petit peu le restant de vous-même. Donc, le restant de vous-même, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est vous-même d'abord, et puis ensuite parce que vous allez vous apercevoir, enfin, elle va vous amener à vous apercevoir que, euh, que c'est elle qui fait des trucs et que elle vous mène en bateau, elle vous fait
comment dire, des jokes, ce qu'on peut appeler. Elle vous fait un tas de choses qui fait que vous allez être de plus en plus du- euh, sensible, que vous allez de plus en plus discerner ce qui se passe et de plus en plus vigilant de ce qui se passe. Elle va vous ajouter quelques petits programmes qui n'étaient pas pour vous dans l'objectif, mais que vous allez trouver bizarre parce que ça vient pas de vous, c'est pas de vous, c'est pas une entité parce qu'une entité n'a pas le droit de vous ajouter un programme, sinon on n'en sortirait plus et on serait tous fous et on serait tous morts. Et c'est pas une entité mentale, parce que une entité mentale va essayer de ségréguer dans une zone uniquement des choses, des mathématiques, des concepts, des divisions, des visions 3D, des fragmentations du mental, etc. Et, mais ça ne va pas être comme ça. Par contre, votre entité éthérique va vous donner, par exemple, vous faites quelque chose, vous prenez la température de la salle, je sais pas, et puis vous sortez, et puis vous allez vous dire, mais j'ai pris la température, je sais pas combien il y avait, et puis en allant vers la salle, vous dites, mais j'ai dû pas prendre la température. Elle va vous amener dans des formes de doute, non pas pour le doute, mais pour vous amener à savoir qu'est-ce que c'est qui fait que le doute survient. Pourquoi le doute survient? Qu'est-ce que c'est qui fait que quand vous faites un geste, vous n'êtes pas sûr que ce geste a été fait, si on ne vous met pas une mémoire? Alors que si vous savez ça, fondamentalement, que vous êtes rentré là pour faire ça, vous sortez, peu importe la température, vous savez que vous avez pris la température. Ça, c'est un des gestes qu'elles font habituellement comme ça. Après, elles peuvent vous faire trébucher. Et d'ailleurs, une petite anecdote là, c'est que quand on se baladait avec Bernard dans les vignes, il y avait une fois, il se promenait comme ça, et puis je vois ces deux-là, c'est des faits. Et, et je lui dis, mais attention, tu vas te casser la figure là, parce que, enfin, le mot était autre, mais tu vas te casser la figure et ça va pas, ça va pas le faire. C'est une chose que j'aurais pas dû faire parce que il s'est mis en colère dans le sens, ils n'ont pas intérêt à me foutre en l'air. Bon, ok, d'accord. Bon. Du coup, vous dites plus rien. Puis quand il recommence un autre jour s'enlever les lacets, vous faites pas attention. Vous savez que bon, ça ne sera pas votre faute, ça sera le problème de quelqu'un d'autre, de son entité ou de notre une entité éthérique qui aura voulu qui se mette en l'air. Donc, il y a toujours, comment dire, il y a toujours rien n'est au hasard. Donc, automatiquement, quand il y a des gestes qui sont faits, qui sont posés et dans lesquels vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez être sûr qu'il y a votre contact qui est à ce moment-là. Donc, surprotéger les gens, c'est un manque de conscience. C'est-tu dans ce sens-là? Surprotéger les gens, qui ça? Qui Parce que surprotéger? là, tu disais, Bernard, il n'avait pas attaché ses lacets. Oui, oui, absolument, ouais, OK, absolument. OK. Surprotéger les gens, c'est un manque de conscience et c'est même vouloir intervenir pour, comment dire? Pour, pour que tout soit en ordre dans l'environnement. C'est un petit peu comme si on était responsable de l'ordre de Ouais. l'environnement dans lequel on est. C'est pas nous qui dirigeons, c'est pas nous qui faisons. Bon, OK, il se passe quelque chose, OK, bon, ben, c'est bien de voir une voiture qui vous vient dessus, si c'est pas vous qui conduisez et d'avertir le conducteur parce que c'est vous qui allez la prendre. Mais là, c'est lui qui allait tomber, c'est pas moi. OK. Ça équivaut à, moi je trouve, ça équivaut à se donner un rôle. Tu sais, de toujours surveiller les gens puis essayer Ça d'intervenir. équivaut, à essayer de se rendre utile.
Parce que quand vous étiez, tu pourras me le dire, parce que quand vous étiez à côté de Bernard, d'abord, il y avait toujours une forme de suspicion. On n'était jamais détendu. Avec lui, on n'était jamais détendu. C'est pas possible. Et donc, euh, donner un petit quelque chose, c'était attendre de recevoir l'inverse. C'était un petit peu comme, euh, comme dire, tu vois, j'ai pu intervenir là-dedans. En plus, il faut savoir que de temps en temps, c'est votre contact qui vient en face et qui vient vous parler. Donc, si c'est sans contact qui est venu parler à travers moi, vous pensez la réaction fumeuse qu'il a eue vis-à-vis de ça. Je comprends. OK. Euh, je sais pas, la première chose qui me vient à l'idée, c'est qu'il y a une façon d'être absent créativement. Autrement dit, de ne pas toujours être sur le qui-vive de l'intervention ou d'intervenir dans les réactions des gens, et ainsi de suite. Je dirais qu'il faut être absent, ouais. Et on est créatif quand on est absent, dans la mesure où euh, il y a des choses qui passent. Il y a des voix, des, des idées, des trucs qui passent. Vous ne savez pas ce que c'est. Donc déjà, ça vous interpelle. Dans le monde dans lequel on est, ça vous interpelle parce que vous savez que c'est pas votre environnement qui a fait ça. Et euh, quand vous avez des idées ou des pulsions, tac, vous regardez ce que c'est. Qu'est-ce que c'est cette pulsion? Pourquoi il y a cette pulsion? Et ça Mhm. vous donne la possibilité, en étant passif, de faire quelque chose. Parce que quand vous faites un exercice, euh, vous faites un exercice où vous tapez des planches de bois ou vous faites quoi que ce soit, vous êtes objectivé par ça et à la rigueur, on peut vous faire sortir, tomber le marteau, et là, vous prenez conscience que vous n'êtes pas le seul à taper avec le marteau, mais sinon, vous êtes objectivé dans votre action. Et c'est très difficile à vous rendre compte qu'il peut y avoir autre chose qui intervient, qu'il y a des gens qui vous regardent, qu'il y a des gens qui attendent ou des entités qui attendent, etc. C'est moins c'est moins perceptible que quand vous êtes tranquille, que vous faites votre gymnastique ou que vous mangez tranquillement. Et puis, paf, vous avez des informations qui arrivent, tac, tac, tac. Et d'évaluer ça. Non, c'est un point que je trouve intéressant. Moi, j'ai suivi des cours de natation, puis il y avait un maître nageur, puis il y avait une personne qui nageait, qui allait très, très loin, qui traversait un lac. Mm. Puis là, j'ai dit au maître nageur, j'ai dit, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive s'il est en danger? S'il se noie, il est loin, il est à 2, 3 kilomètres sur le lac. Puis le maître nageur, il dit, c'est lui qui a choisi de se mettre dans cette position-là, c'est pas moi. S'il se noie, Mhm. qui se noie. Ça peut apparaître, ça peut apparaître sans compassion ou sans cœur, comme on dit. Mais Mhm. je ne sais pas. Je regarde ce qu'il disait aujourd'hui, puis ça m'apparaît extrêmement Logique. logique, c'est cohérent, autrement dit. Mais Mhm. à moins que tu aies vraiment une envie profonde d'aller le sortir de là, mais si tu n'as pas envie d'aller le sortir de là, tu sais que c'est lui qui s'est. Mhm. Tu sais, c'est comme un cascadeur, tu sais. Ouais. Quelqu'un qui décide de sauter d'un édifice, c'est lui qui a fait le choix de sauter de ça, là. C'est C'est pas ma son job, ouais. responsabilité. C'est pas ma Chacun fait son. responsabilité. Ouais. C'est ça. C'est un élément qui est intéressant parce que il y a des gens, puis des fois, sûrement moi, même aussi, ça m'est arrivé dans ma vie, des fois, on peut avoir une personnalité qui. On se met du poids comme personne. On a l'impression qu'aussitôt qu'il y a un danger ou qu'il y a quelque chose, il faut absolument intervenir. Il faut. Mhm. Tu sais, c'est une sorte de responsabilité psychologique par rapport à la vie des autres qui n'est pas nécessairement. Qui est basée sur l'ego, qui est basée sur la valeur de l'ego ou Mhm. la valeur de l'ego face à la vie. Tu sais. Fait que c'est intéressant, ces éléments-là. Le poids qu'on peut se mettre comme personne. Surtout,
les mémoires qu'on peut avoir comme choc quand on ne l'a pas fait, ou quand on l'a fait mais mal, ou ça aggrave une forme de culpabilité qui ne devrait pas Mhm, y avoir. mhm. Euh, Si l'individu se trimballe avec une bombe et explose, c'est son problème. Ouais. C'est pas nous qui avons fait la bombe, c'est pas nous qui avons préparé ça. Que ce soit pour la liberté, que ce soit pour l'oppression, que ce soit pour peu importe. On n'est pas là pour sauver le monde. Il y a des systèmes qui sont mis en place, des milliers de systèmes qui sont mis en place, qui sont étudiés, qui ont été évalués exactement pour que telle et telle personne fasse ça, et quelles en sont les conséquences sur 8 millions de personnes. Ça a été étudié. Ça a été étudié. Tout, Ouais. tout a été étudié. On Et n'a de pas pouvoir, idée. et de pouvoir supporter une énergie, une vibration comme ça, c'est pas si simple que ça parce qu'on est dans une culture où la culpabilité est là. Puis si tu Mhm, n'agis pas de telle façon dans telle situation, ben on va dire que tu es irresponsable. mhm, C'est pas si simple que ça, aller avec cette vibration-là, mais contre ce courant-là qui vient de la conscience humaine. mhm. La culpabilité, c'est quelque chose de grandiose. Quand vous avez, par exemple, quand vous êtes dans un avion et qu'il vous arrive quelque chose, et que vous avez un problème cardiaque ou autre, il y a quelqu'un l'hôtesse qui prend le micro, qui dit: «Est-ce qu'il y a un médecin dans l'avion?» Et rarement, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Euh, et rarement, quelqu'un qui vient vous aider en tant que médecin, je parle, hein. Et Mhm. donc, souvent, les médecins ne viennent pas vous aider parce que, un, ils savent qu'ils ne vont pas être payés s'ils le font. Bon, que ce soit gratuit, OK. Que ce soit généreux, OK. Deuxièmement, c'est qu'une fois, vous avez passé tout le voyage à genoux en train d'essayer de ranimer la personne. Troisièmement, c'est qu'on risque de vous rendre coupable d'avoir mal soigné la personne, mal Oui. réanimé la personne. Et quatrièmement, on risque de vous mettre en accusation d'avoir fait ce qu'il fallait pas faire, et d'évaluer ce que vous avez à faire, et d'être pris au tribunal. Donc, il y a beaucoup de... Et cinquièmement, vous n'êtes pas obligé, vous êtes n'importe qui quand vous êtes à bord d'un avion, aussi bien médecin que vétérinaire, que vous êtes lambda. Donc, vous êtes en dehors du pays, et personne n'a à avoir une forme de culpabilité de quoi que ce soit. Mhm. Mhm. C'est C'est très c'est intéressant. intéressant. Oui, parce que d'ailleurs, il y a un certain nombre de cas répertoriés dans le monde. Quand on est allé aider des gens qui ont eu un accident avec des bonnes intentions, puis on se retrouve avec des poursuites. Mhm. C'est pas si rare que ça. Parce Par qu'on a exemple, essayé ouais, de notre mieux de soulager la personne. Puis pour ouais. toutes sortes de raisons, la personne, la famille ou la personne qui est restée en chaise roulante t'actionne en cours. Puis c'est Mhm. horrible. Quand tu as fait tu sais, de ton plein gré avec des bonnes intentions, tu n'étais pas mal intentionné, tu n'as pas voulu blesser la personne. Mhm. Fait que c'est pas tentant. Ouais. C'est pas tentant. C'est pas tentant. J'ai un collègue qui a réanimé un arrêt cardiaque comme ça dans un avion, et qui a cassé une dent en mettant le tube parce qu'il n'était pas formé à ça. Et il a réanimé. Et ensuite, cette personne a porté plainte parce qu'elle avait eu une dent cassée. Voilà. C'est intéressant de soulever ça. Donc la personne n'a pas... Enfin, le médecin ne recommencera plus jamais. Oui, effectivement. C'est une bonne leçon, une dure leçon. C'est une dure leçon, mais c'est une leçon. C'est une dure leçon, mais c'est une bonne leçon. Donc, plus de culpabilité là-dessus. Effectivement. Oui. Et je crois qu'on a passé le mot à tous. Oui. Je pense Si vous voulez pas de procès, être tranquille chez vous. qu'on parlait un peu du contact. Oui, ouais, ouais. Là, c'est pour des gens qui n'ont jamais eu des expériences comme ça. Parce qu'on va prendre un médium qui est en contact avec une entité. Il y a une Ouais. forme de contact. Et il est Mhm, capable de supporter psychologiquement une force mhm,
une forme de dédoublement de sa personnalité, si je peux appeler ça comme ça. Autrement Ouais, de dit, il y a un échange. dépersonnalisation. De Dépersonnalisation. Il y a dépersonnalisation. un Ouais. échange. Il y a un échange. Il recule sa Mhm. personnalité, il laisse l'entité passer et C'est ça. s'exprimer, et puis, mais il a en contrôle. OK. Donc, il a une Alors, certaine expérience. Mais ma ouais, alors question, que, c'était ça, c'est, hein, pardon, oui, c'est oui. qu'il y a des gens, par exemple, qui entendent parler du contact avec le contact supramental, qui entendent parler de ça, puis qui n'ont jamais aucun antécédent. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer à des gens comment prendre contact avec ça? Qu'est-ce qui se passe comme phénomène? Est-ce qu'on peut faire? Ben, chaque fois qu'il y a quelque chose d'anormal, dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui est anormal et qui est venu interférer dans votre vie pour que vous fassiez attention à lui. C'est tout. OK. Je crois que c'est le seul, que ce soit des voix, que ce soit des, 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 des chaleurs, des passages, quand vous fassiez une chutée, quand vous fassiez n'importe quoi, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui est venu pour vous faire remarquer, ou vous faire avancer, ou vous bousculer, ou euh, pour vous sortir de votre statu quo. Et ce qui était intéressant, c'est de le remarquer. Et c'est ça qui est fondamental. Je pense que la première chose sur un contact éthérique, c'est de sentir qu'il est là pour vous affiner. Il n'est pas là pour vous faire plaisir. Il n'est pas là pour vous faire la bise. Il est là pour faire en sorte que vous soyez affiné, aiguisé et vigilant. S'il arrive à ça, déjà, il va avoir gagné 40%, 40% de son avancée. Ensuite, euh, quand il va vouloir vous donner des informations, il va vous les donner en paquet. Paf, il va vous donner, par exemple, une information entière que vous allez prendre d'un côté, de l'autre, qui suit un petit peu comme un escargot. Vous voyez, vous prenez la coquille, puis il y a de la coquille de l'escargot, il y a le truc qui sort, et enfin, il y a l'escargot qui sort avec les, les antennes, et puis la queue, et puis il va pouvoir se balader, et tout va se développer. Et c'est pas l'escargot qui va dire attention, je sors de la coquille, je vais me balader, c'est moi que tu entends. Non, non, non. Parce que s'il parle d'emblée euh, de lui sur vous, euh, vous allez avoir deux types de réactions. Soit vous allez le rejeter, donc rejeter cette forme d'agression, qui est une forme d'agression, soit vous n'allez pas le rejeter, mais vous allez l'idéaliser. Auquel cas, dans les deux cas, lui, il a perdu. Parce que ce qu'il cherche fondamentalement, c'est un contact. Un contact, une communication qu'il y aura entre les deux. La communication, au fur et à mesure qu'il s'apercevra que vous êtes vigilant, il s'apercevra, il voudra que vous vous aperceviez que c'est lui qui initie certains mouvements, que c'est Mhm. lui qui initie des idées, que c'est lui qui, au total, a tout, a fait tout. Et que vous êtes là en réaction à quelque chose. Et que c'est un petit peu comme vous êtes le bout de la queue du chat. Il y a le chat, et puis vous êtes la queue du chat. Et, et vous pensez que parce que vous vous agitez, parce que la queue s'agite comme ça, que vous êtes le chat. Non, il manque quelque chose. Et au fur et à mesure que que vous montez dans la fusion de cette forme de gens éthériques, vous apercevez que tac, il y a des mélanges entre ce que vous voulez et ce que lui il veut. Et puis, vous ajustez. Et votre ajustement fait que vous apercevez que au bout d'un moment, ah, ça peut être intéressant d'aller plus loin. Et vous étirez dans l'alignement que vous avez décidé. Et c'est ça l'effet l'effet d'intégration. Vous arriverez pas à voir la différence entre votre créativité et la sienne. Vous pourrez demander qu'est-ce que tu penses de ça. Il va vous dire ce que ce qu'il en pense. Mais vous pourrez
aussi voir votre créativité et voir ce que vous en pensez. Et donc, ça vous donne 2 possibilités pour un même objectif. Ça, c'est intéressant. Donc, ce n'est pas un état d'admiration qui revient à une forme de soumission. Ce n'est pas non plus un état de réaction comme rejeter. C'est dire Mm. ah, je ne veux pas te parler, ce serait une forme de rejet ou de fermeture. Et non, parce qu'il est là pour vous, comme on l'avait dit une fois, c'est comme un instituteur, un enseignant. Vous allez voir, vous avez demandé un enseignement, et puis c'est un peu comme dès que ça commence à parler, vous n'êtes pas d'accord avec l'enseignant. Hmm. Savoir ce que vous voulez. C'est tout. Il faut savoir ce que vous voulez. Euh, Après, bon, que ce soit Bernard, que ce soit Jésus, etc., ce sont des gens qui n'ont pas demandé à avoir brutalement le corps éthérique qui soit modifié et l'entité éthérique qui descende. C'était un petit peu choquant pour eux. Donc, c'est, on n'est pas des initiés. On nous donne du temps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, Mhm. à commencer à comprendre un peu ce mécanisme, à les étudier, parce qu'on les étudie. Parce qu'on on regarde ce qui se passe, on regarde ce qu'ils font, on voit que c'est lui qui a fait ça, lui qui a fait ça, lui il fait ça, lui il te fait ça, lui il te fait ça. Voilà, commencez à vous dire, et nous on est où là? Hmm. C'est la question que se pose. Est-ce qu'on a des façons un peu plus optimales de poser des questions au contact ou comment est-ce qu'on traite avec eux? Si c'est fondamental, oui. Vous leur posez une question fondamentale que vous arrivez pas à répondre, vous avez du mal Hmm. à avoir la solution parce que trop, trop habitué à cette solution ou à cette éducation, vous apercevrez que l'éducation, c'est joli, c'est bien, mais ça sert à rien parce que ça va vous encombrer. C'est un peu comme des échasses, enfin, je sais pas, un truc qui sert à marcher quand vous avez la jambe cassée. Et puis, vous apercevrez que vous marchez avec ça, mais vous ne savez même pas si, en fait, la jambe est cassée, pourquoi elle est plâtrée et qu'est-ce que c'est qui se passe. L'éducation, c'est quelque chose qui va vous permettre de rentrer en contact avec les autres êtres humains. C'est tout. Si vous voulez rencontrer autre chose, il faut aller laisser tomber l'éducation, avoir des questions fondamentales qui vous tiennent à cœur et, et regarder ce qui vous vient. Non pas en tant que parole, parce que ça ne va pas vous faire bla 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 bla, parce que vous allez sortir la tête comme ça, mais ça va vous donner des informations brutales, totales, qui vont vous donner des trucs. Oh ouais, ça, je n'ai jamais pensé à ça. Mhm. C'est des prises de conscience comme ça qui vont vous dire, ah ouais, c'est intéressant ça j'aurais dû faire ça. Tiens, ça c'est intéressant, je vais pouvoir faire ça et ça. Mhm. D'accord. Ça va vous donner une ouverture. Ça va toujours vous donner une porte-sortie que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas vue parce que vous aviez trop d'éducation là-dessus. Moi, j'ai déjà vu des gens qui avaient des questions, ce que j'appelle contre-productives, là. Par exemple, ils demandaient au contact qu'est-ce qu'une personne pense de moi ou c'est- je trouve que c'est rentrer dans des. Ils rentrent dans des situations. Est-ce qu'une personne m'aime? Tu sais, tu connais telle personne, est-ce qu'elle m'aime? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? C'est des. J'appelle ça des questions qui sont trop basées sur l'insécurité. Qui Il créent. vaudrait- il vaudra, ça m'étonnerait qu'ils vous répondent là-dessus parce que, euh, parce que, parce qu'il y a autre chose à faire. Tout simplement. C'est pas par méchanceté. Si vous posez la question, euh, qu'est-ce que la personne pense de moi? euh, il vous répondra dans le genre, c'est pas pour ça qu'on t'a donné une pensée. Euh, il vous expliquera le mécanisme, si vous êtes prêt à l'expliquer. Et puis, vous aurez plus la question en tête de ce que vous avez posé au début, et vous aurez la réponse.
là-dessus. Et puis vous direz, ouais, c'est effectivement, qu'est-ce que je pourrais, pourquoi cette insécurité, pourquoi vous en viendrez à vous cibler sur vous-même. Mhm. Donc, à vous situer par rapport à vos insécurités, par rapport à vos instabilités. C'est ça qui pourrait être intéressant. Situer la cause, la question, plutôt que la réponse reliée à la question. Ouais, C'est bon. C'est intéressant. pas ça. Voyons. Après, sur le contact, je sais pas qu'est-ce qu'on peut. J'ai pas, Est-ce que c'est des questions? Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question. J'en ai pas parlé parce que je trouvais que ça nous avait fait un départ. Une autre question. Je trouve vos vidéos bien intéressantes. Ce serait super de parler du contact à venir par rapport à la Fédération galactique. Ça aussi, c'est un genre de contact, mais c'est un contact événementiel. Est-ce que ça vaut. Est-ce que c'est des sujets qu'on peut développer la, créativement, ça? la réponse, ça peut être qu'est-ce que ça peut vous faire, le gouvernement galactique, parce que euh, dans le sens, le gouvernement, c'est pas le gouvernement. Je vous dirais, le gouvernement, c'est fait pour les imbéciles. Nous, on gère des gens intelligents. Voilà. On va vous sortir ça dans le paquet et vous dire waouh, merci, être content du voyage. Donc, euh, la gestion qu'ils ont, c'est une gestion créative. C'est une gestion euh, nouvelle, donc d'interférer dans certains plans, d'interférer dans certaines zones qui va pouvoir permettre une communication. Donc, maintenant, peut-être qui vous répondra, mais vous n'aurez aucune vérification là-dessus sur le gouvernement galactique ou le gouvernement machin chose, parce que c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est pas du tout ce qu'on croit. C'est pas gouverner les planètes machin chose. Non, c'est pas du tout ça. Faut voir dans un autre contexte qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui gère les forces gravitationnelles, qu'est-ce que c'est pourquoi ils voient ça, pourquoi ils voient les phénomènes temporels, pourquoi ils voient les phénomènes lumineux comme des choses bloquées, c'est comme ça qu'il faut voir. Et puis là, quand vous commencez à voir ça, puis que vous commencez à vous étendre vers des espaces illimités et que vous êtes vous-même illimité, vous apercevez que vous en voulez plus. Vous en voulez plus, pourquoi? Parce que c'est trop, ça ne contient pas dans la tête. Ça contient pas dans la tête. Donc, il ne faut pas poser des questions qui ne vous contiennent pas dans la tête parce qu'ils vont vous mettre tellement à sac, tellement dans le tas, on va dire, que vous n'allez pas vous en relever pendant 3 jours. Ça me ramène justement à une question, comme par exemple, quand on parle avec le contact, on n'a pas d'ordre de grandeur. Tu sais, je ne sais pas comment poser ma question. On ne sait pas si c'est un ange, on ne sait pas si c'est un archange, on ne sait pas si c'est un extraterrestre. Je veux dire, on n'a pas besoin d'identifier quelque chose par rapport au contact. On n'a pas d'ordre de grandeur. Je ne sais Mhm. pas si tu comprends ma question. On ne sait pas c'est qui, c'est ça que je veux dire. On peut communiquer avec, mais on ne sait pas c'est qui. Puis On ne je sait pas pense. c'est qui. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ils sont en général pas sympathiques. Ah oui, Voilà, OK. comme ça je les ai habillés, comme ça. OK. Ils sont en général pas sympathiques. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour être sympathiques. Ce sont des gens qui sont là euh, pour amener, comme une forme de servitude, mais en même temps une forme de maîtrise. Donc, on a la sensation de savoir où on est. On est maître ou on est serveur. Et puis vous apercevez, vous êtes ni l'un ni l'autre, vous n'êtes rien du tout. Vous êtes là pour faire ce qu'on vous dit, dans le sens avoir de la vigilance, la sensibilité, la réaction vis-à-vis de forces nouvelles, de rencontrer, si vous rencontrez des extraterrestres qui sont vraiment des extraterrestres, vous allez savoir
que c'est le contact que vous allez aller chercher. Parce que vous savez que vous n'allez pas pouvoir répondre aux questions. Vous savez que vous n'allez pas être à la hauteur du système. Parce que vous avez vu quoi? Vous avez vu votre planète, c'est tout. Et que eux, ils ont vu les architectures, ils sont à même de discuter avec les architectures. Et ils ont pu concevoir des systèmes. Et donc, vous avez fait quoi? Vous avez rencontré votre femme, votre gamin, vous avez votre job, c'est tout. Restez dans votre système. Parce que aller au-delà, euh, c'est c'est pas pour nous au point de vue euh, physique, c'est intéressant au point de vue mental, mais on ne peut pas, si on va au-delà, on reste plus sur la planète. On reste plus branché sur, comme on disait tout à l'heure, sur les êtres physiques. On est obligé de se débrancher, de se décoller à cause du volume de, de compréhension, à cause du volume de connexion. Et on est à même de se dire, on ne veut plus retourner là-dedans, parce que c'est vraiment trop étroit que notre corps. Alors, c'est bien d'avoir des petites doses qui vous donnent, d'agrandir vos doses, d'en trouver d'autres, mais il ne faut pas aller chercher des trucs extraordinaires. Des trucs, est-ce qu'on peut rencontrer le troisième dieu du truc, du niveau 8? Est-ce qu'on peut rencontrer... On s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous ne saurez même pas quoi lui dire. C'est ça qui est terrible. Quand vous voyez qu'il y a des extraterrestres qui vous posent des questions et puis vous ne savez pas quoi leur répondre, imaginez, vous avez chopé un dieu d'un certain niveau ou un autre d'un peu moins grand. Ben, vous ne pourrez pas lui dire quoi que ce soit parce que. Mais c'est un peu comme vous rencontrez un ingénieur en électronique, vous n'avez jamais fait d'électronique, vous ne savez pas ce que c'est. Vous allez le rencontrer, puis vous allez dire quoi? Bonjour, comment tu vas? Ouais, c'est tout. Vous n'allez même pas pouvoir lui parler de puces électroniques ou de systèmes intelligents, non, rien. Donc, il faut rester à sa place. Je crois qu'il faut rester à sa place. Si on veut vous monter, on vous montera. Si on veut vous amener en ascenseur, on vous montera en ascenseur. Mais je crois qu'une fois que vous aurez atteint l'ascenseur très haut, vous serez plus content d'être dans vos baskets que là-haut. Comme tu dis, il n'y a pas de base commune. Tu rencontres un ingénieur en électricité puis tu ne connais rien en électricité, ben, il n'y a pas de base commune pour avoir une communication. Ouais, il n'y a pas de possibilité. Ouais. D'ailleurs, on a vu des gens comme ça qui se sont très intéressés aux phénomènes extraterrestres, puis ça aboutit avec un divorce. Peut-être des fois, ils perdent leur emploi. La communication avec les familles, les enfants se perd. C'est des expériences pénibles. Tu sais, des gens qui veulent trop aller loin, qui veulent absolument chercher, qui veulent absolument euh, fouiller la chose cachée en arrière du phénomène, et ainsi de suite. En tout cas, on Ça- vous montrera que ceux qui veulent. ouais, de toute façon. De toute façon. C'est caché pour des raisons d'abord. Mhm. Et comme tu dis, ben, il faut vivre sur le plancher des vaches. Tu sais. C'est important. Ouais, parce que bon, on arrive difficilement à se débrouiller sur le plancher de vache sans haïr le Ouais, voisin. Alors, effectivement. sur l'autre planète ou sur la galaxie d'à côté, qui n'ont pas du tout les mêmes formations, qui fonctionnent tout seuls, des gens autonomes, des systèmes autonomes. Vous arrivez, vous êtes qui, vous êtes où, vous êtes qu'est-ce que je fais, où je vais, maison, maison, quoi. Comme dirait l'autre, téléphone maison, parce que franchement, c'est la fin, quoi. On n'est pas équipé. Tant que vous n'avez pas votre contact à côté de vous qui vous explique passe par là, passe par là, ou fais ça, ou fais ci, ou change ta vibration pour changer de plan, ou change ton corps ton corps vibratoire pour pouvoir rentrer et parler à l'intérieur de l'individu, parce qu'il y en a
à l'intérieur de qui il faut rentrer pour parler. Vous en avez d'autres où il faut vous diviser pour parler avec 8, 9 personnes, parce qu'ils parlent tous ensemble. Donc, c'est pas à nous de le faire ça. On peut pas, on Ouais, sait c'est pas le ça. faire. On est rien que des humains, on n'est rien que des terriens. Parce que Donc, le contact, lui, il sait quand on peut prendre l'ascenseur, quand on est prêt, ainsi de suite. Donc, ça n'a rien à se mhm, casser la tête avec ça. ouais. Après, bon, qu'on sache qu'il y a des intraterrestres, des gens qui ont cherché notre génome pour pouvoir perdre leur poids et avoir une peau lisse. OK. Oh. Et pourquoi ils ont fait ça, vous leur demandez, et puis vous apercevez que ces gens-là étaient des conducteurs de vaisseaux. Et à quoi ça servait? Ça servait à aller dans des planètes. Et pourquoi? Et parce que les dirigeants, pouvaient aller directement s'incarner dans l'extraterrestre. Et pourquoi ils ont modifié ça? Ils ont modifié leur génétique uniquement pour que les dirigeants ne puissent plus venir les posséder. Voilà, c'est tout. Des petits trucs comme ça. Alors vous apercevez que notre vie à nous, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans ce micmac-là. Elle n'est pas dans ces foutoirs ici, ces formes de, de gens qui ont été obligés de faire des choses comme ça pour se rebeller, entre guillemets, ou pour renouveler. Et puis vous apercevez que les dirigeants, en fait, avaient fait ça uniquement pour que les individus se rebellent. En fait, vous n'en sortez pas, vous n'en sortez pas. Hmm. Vous pensez que vous étiez assez malin pour avoir trouvé ça, et puis vous apercevez qu'eux, ils avaient déjà prévu le coup d'après. Et ils savaient déjà que vous alliez faire ça, ça et ça. Puis, Quand le contact répond aux questions, est-ce qu'il peut répondre à des questions très, très, je sais pas, moi, terre à terre, ou s'il va se tenir surtout au niveau du principe, comme par exemple, je sais pas, moi, est-ce que quelqu'un peut demander à son contact, par exemple, si un voyage à telle période, c'est un voyage qui va se passer dans des bonnes conditions, dans des conditions profitables, ou est-ce qu'il va répondre à des questions comme ça, ou s'il va toujours plutôt se placer au niveau du principe de l'expérience? euh, il y a plusieurs, par exemple, pour un voyage, on va demander est-ce que ça vaut le coup que j'aille à tel endroit. Euh, il va vous dire oui. Il va vous dire oui pour une raison bien simple, c'est que soit vous allez vivre quelque chose de particulier, et donc ça sera intéressant pour vous de rencontrer ça, soit parce que vous allez y mourir. Donc automatiquement, c'est votre fin de programme, donc ça ne sert à rien de retarder ça, parce que vous allez mourir dans une autre forme. Euh, Écrasé, ou écrasé en avion, ou écrasé en voiture. Donc il va quand même vous répondre oui. Il va vous répondre que ça peut être intéressant de ne pas y aller s'il a décidé que vous alliez vivre un autre programme. Mhm. Auquel cas, euh, il faut vraiment être très, très vigilant dans la réponse, dans le sens où euh, il vaut mieux avoir des questions, non pas par oui, par non, mais des questions par euh, est-ce que, par exemple, je sais pas, euh, est-ce, est-ce que, je sais pas moi, est-ce prudent d'aller dans telle région? Est-ce que je vais risquer d'y trouver la mort? Est-ce que je risque de trouver quelque chose d'intéressant? Est-ce que ça risque de me porter préjudice? Est-ce que quelque chose qui va amener une réponse beaucoup plus fournie que oui et non? Un Parce que le développe- oui et non, un- n'importe qui peut vous le donner. Un développement, une question à développement. une question de développement. Voilà. OK, d'accord. Et dans la mesure où il y a communication, il sera toujours d'accord que vous alliez dans cette situation-là. Parce Ouais, qu'ils je adorent trouve la que c'est un très bon communication. point parce que c'est pas le oui ou le non, c'est pas le fait que le voyage, c'est oui ou c'est non, c'est le fait que le voyage, c'est dans telle condition, dans Mhm. tel élément, dans telle découverte, dans telle Ouais. expérimentation. Par exemple, quand vous avez une maladie, c'est intéressant de lui demander pourquoi vous êtes tombé malade. Là, il va vous expliquer. Il va vous dire, tiens, ça me permet de rester en permanence dans cette fracture, parce que dans les fractures, elles sont renouvelées,
Et à ce niveau-là, on a des cellules qui peuvent rester accrochées. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est nous qui avons créé ta fracture. Alors, c'est sûr que la réponse va peut-être pas vous aller, mais euh, elle se comprend. On comprend. On comprend. Et donc, vous avez posé la question suivante, qui est celle-ci. Et chaque fois que vous voulez vous installer avec moi, on va être obligé de se fracturer ou d'avoir un problème quelconque. Ben, elle va vous dire oui. Ah ben, c'est bien. C'est intéressant comme histoire. Vous allez voir que le programme et le double, c'est pas aussi génial que ça, quoi. Parce que le corps, il en prend un sérieux coup. Mhm. Pensez à Bernard qui est mort de son cancer du rectum, de son problème pulmonaire d'emphysème. Pensez à tout ce qu'il a eu, tous ces problèmes dentaires. Pensez à ses problèmes de sinus. Vous allez vous apercevoir que les pertes de cheveux, tout ça, là, c'est abominable. C'est abominable. Mhm. Mais bon, ben, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, c'est bien d'avoir le contact qui vous parle, c'est bien d'avoir de l'information, c'est bien d'avoir de, de la créativité, mais c'est un coût, c'est un prix. Et il faut pas penser on sera beau comme un astre, quoi. On va en prendre plein la tête. Est-ce qu'on vient à la longue à leur poser moins de questions après qu'on a eu une communication? Est-ce qu'on arrive à un point où on les connaît tellement, où on connaît un peu mieux leur agenda? Est-ce que ça a pour effet qu'on pose moins de questions ou le contraire? Euh, je crois qu'on les sollicite uniquement quand on en a besoin. Mhm. Et on en a besoin quand on n'a pas besoin, on a notre système créatif qui est en panne pour, par exemple, vous voulez connaître un secret ou un mystère. Vous allez voir un petit peu le mystère, le secret, clac, ça vous donne une idée, ça vous donne le système. Et puis, vous n'êtes pas satisfait, il manque quelque chose. Alors, vous allez demander à votre contact, pourquoi il y a ça, ça, ça. Il va vous demander qu'est-ce que tu as découvert, toi. Moi, j'ai ça, ça, ça. Ah ben, il te demande que ça, ça. Ah, là, vous voyez la totalité de la chose. Et puis ensuite, hop, il est capable de vous enlever tout ce que vous avez vu. Ça fait que, oh, mince, il n'y a plus rien. Mais c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Mais vous avez bénéficié du plaisir de la créativité à ce moment-là. C'est ça qui est intéressant. Après, est-ce que le contact, il demande souvent des trucs, on va dire peut-être une fois par jour, même pas, ou une fois par semaine, ou une fois tous les 2 jours, au besoin, si vraiment on a quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on veut vraiment soulever. Alors là, il vient, on l'intime d'avoir une réponse parce que c'est important. Moi, je regarde ça dans l'échange avec le contact. Tu sais, dans le fond, il n'y a pas de problème à être idiot quand tu sais pourquoi tu l'es. Ouais, c'est ça. Donc, lui, vous amènera à ne plus être idiot, mais c'est payant, c'est payant. Après, Mais ce que je veux c'est dire, c'est qu'à des moments, hein, excuse-moi, à des moments, il vas-y. peut te garder dans ça aussi. Je veux dire, tu sais, il Ouais, peut mais il t'enlever la s'ennuie. mémoire, il peut t'enlever la mémoire tout simplement, Ouais, puis mais c'est pas être idiot. C'est le nombre de fois où vous arrivez, vous êtes à un feu, vous savez plus s'il faut appuyer si c'est le rouge ou si c'est le vert, ou quelle est la pédale qui fait accélérer, c'est des petites choses que l'on vit uniquement pour, pour vous tracasser, pour vous aiguiser un peu. C'est ça. Mais après, euh, vous enlevez la mémoire, oui et non, puis vous apercevez que c'est pas important dans la globalité. Ce qui est important, c'est ce que vous êtes en train de faire
Si vous enlève la mémoire dans ce que vous faites, là, vous allez vous rebeller parce que là, c'est important. Là, vous dites, là, c'est. Puis il ne le fera pas parce qu'il sait fondamentalement que ce que vous faites, c'est avec lui. Donc, ce que vous faites, c'est avec lui, donc il ne va pas vous embêter ou alors il va vous dire stop, tu es fatigué. Mais généralement, rien à foutre, ta fatigue. Ça, c'est comme toujours, ben, je trouve plus on en fait, mieux ils sont. Ben, merci, Jean-Luc, pour ce bel Ah ouais, c'est vrai. enregistrement. Euh, plus on en fait, plus on s'améliore, je trouve. Ouais, on est bon, hein. Oui. On arrive à être bon. On arrive à être bon. Merci encore, Jean-Luc. Puis, Merci à toi. ah oui, c'est vrai, je peux spécifier à nos auditeurs, la mémoire, que tu vas être en vacances pour 2 semaines. Donc, la reprise Mhm. des enregistrements va être dans 3 semaines. Ouais, au 26. D'accord? Parfait. C'est ça. Ben, merci à tous nos auditeurs. En espérant que Ouais, vous appréciez. merci à tous. Nous autres, ça nous fait plaisir de faire ça. Donc, Oui, nous, on s'amuse bien, donc ah oui, j'espère que vous vous amusez bien. on l'espère. Merci, Jean-Luc. Et Merci. puis, bonnes vacances. Et je ne sais pas si tu pars en voyage, mais en tout cas, Et je bon, pars en voyage. d'accord, bon voyage. Merci. Merci encore. Bye à tout le Bye monde. bye. Au revoir.